Quentin pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, on va effectivement débuter cette session par Antoine Brouquet qui va nous parler de la mise en condition préopératoire des patients atteints de Mickey. On remercie, on remercie à nouveau Quentin et toute l'équipe de BCIA pour l'organisation de ces journées. Magnifique. Mesdames, messieurs les modérateurs, donc effectivement, alors ça marche comme ça, d'accord. La mise en condition préopératoire, il y a beaucoup d'analogies entre les maladies inflammatoires chroniques intestinales et l'endométriose, mais il y a aussi des limites à l'analogie, vous allez le voir. Au sein de la prise en charge pluridisciplinaire des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la chirurgie n'a pas forcément très bonne réputation parce qu'elle correspond quand même très souvent à l'échec de la prise en charge médicale. Et indépendamment du sacrifice intestinal que représente la chirurgie, le gastro-entérologue, en fait, il est un peu obsédé par le devenir à long terme du malade et le risque de récidive post-opératoire. Le malade, lui, il est très influencé par l'attitude du gastro-entérologue et il est très préoccupé, par conséquent, par la détérioration de sa fonction intestinale, l'altération de la qualité de vie, le risque de stomie. Et le chirurgien, dans tout ça, déjà, pour reprendre une expression à la mode, il va être obligé un peu de déconstruire tout ça. Mais il a lui aussi un peu ses problèmes, et notamment la morbidité post-opératoire, qui va avoir une influence sur toutes les dimensions de la prise en charge. Et la morbidité post-opératoire, alors cette présentation va surtout porter sur la prise en charge de la maladie de Crohn, parce que c'est la maladie sur laquelle on a probablement le plus de données sur l'intérêt de la prise en charge préopératoire. La morbidité post-opératoire, c'est un vrai problème. Et donc ça, ce sont les données du registre RICO qu'on avait rapporté il y a maintenant un petit moment et qui montrent que quand même, il y a à peu près un tiers des patients qui ont des complications post-opératoires, près de 10% qui ont des complications sévères dominées par des complications infectieuses. Donc il y a eu de nombreuses études qui ont évalué les facteurs de risque de complications post-opératoires, alors des facteurs qui sont liés aux malades, avec notamment la dénutrition, mais pas que, l'anémie, le tabac. Des facteurs qui sont liés à la maladie, notamment dans la maladie de Crohn, donc le phénotype perforant de la maladie, l'association avec un abcès, les traitements préopératoires et notamment les stéroïdes, comme dans toute thématique chirurgicale, les anti-TNF et également la réalisation de la procédure chirurgicale en elle-même avec l'intérêt de la chirurgie mini-invasive et également l'impact délétère de la durée opératoire. Ça ne passe plus. Donc, dans la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques intestinales, maintenant, depuis une quinzaine d'années, quand on est face à ces facteurs de risque, on sait que la réalisation d'une stomie, ça permet de limiter le risque, et c'est également ce qu'on avait observé dans le registre RICO, et clairement, quand on est en présence de ces facteurs de risque, donc vous voyez la dénutrition, c'est un tiers des patients qui ont une stomie. Quand on a un abcès en péropératoire, c'est plus de 40%. Si c'est une chirurgie en urgence, c'est quasi systématique. En tout cas, on l'évoque de façon quasi systématique. Donc, la mise en condition préopératoire, ça va être d'essayer de jouer sur ces différents facteurs pour limiter le risque de complications post-opératoires. Donc, on va corriger l'anémie, on va corriger la dénutrition, on va traiter les complications infectieuses en préopératoire et également essayer de stopper les médicaments avant l'intervention et au cours de la chirurgie, favoriser un abord mini-invasif et ne réserver la stomie qu'aux situations absolument, quand c'est absolument indispensable et qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, en ce qui concerne le traitement des complications infectieuses, il y a la société ECHO produit cette recommandation, c'est-à-dire qu'il faut traiter les complications infectieuses, mais c'est un niveau de recommandation relativement faible. Et donc, dans la série, dans le registre RICO, Maxime Collard avait rapporté l'intérêt du traitement en préopératoire des complications infectieuses. Donc ça, ce sont les données du registre avec 100 patients qui présentaient un abcès en préopératoire. Vous voyez qu'une proportion relativement faible de ces patients étaient pris en charge chirurgicalement au moment de l'abcès, donc en urgence. Et donc la majorité des patients avaient un traitement en préopératoire de l'abcès. Donc ce traitement, bien entendu, comportait de l'antibiothérapie chez tous les malades, un drainage radiologique chez un peu plus de 20% des patients. Très souvent, et ça fait partie de la prise en charge des complications infectieuses dans la maladie inflammatoire, une alimentation artificielle.
Et donc, ce traitement en préopératoire s'accompagnait d'une guérison de l'abcès dans 75% des cas. Et donc, dans cette étude, Maxime Collard avait comparé donc les résultats de ces patients qui étaient traités en préopératoire avec des patients qui avaient une maladie non perforante, donc ajustés sur un score de propension. Et donc, c'est ce que vous voyez ici en bas à droite. Donc, ces patients traités d'un abcès en préopératoire, ils avaient les mêmes résultats en termes de taux de stomie, de taux de complications septiques intra-abdominales, dès lors qu'on avait pu traiter l'infection en préopératoire. Donc, ça marche de traiter les complications infectieuses en préopératoire. On a moins de complications et moins de stomie. Ça marche souvent, mais pas toujours. Et donc, vous avez, faut probablement bien sélectionner les patients. Donc là, l'exemple de ce patient qui a un abcès du psoas en rapport. Alors, vous avez ici une collection du psoas en rapport avec une iléite perforante, et donc une bonne indication de drainage. On met en place le drain et on a un effondrement quasi complet de la collection au bout de 3 jours. Et puis, on planifie la chirurgie, mais on se dit on va retirer le drain. Et en fait, on retire le drain et la collection réapparaît aussitôt. Et donc, un premier point, c'est que il faut bien planifier la séquence drainage-chirurgie et probablement, dans certaines situations, pas hésiter à opérer le patient drain en place. Ça pose pas de problème particulier, mais surtout éviter que la collection se reconstitue. Deuxième situation, donc cette patiente qui a une collection intra-abdominale intermésentérique en rapport avec une iléite, et donc vous avez cette collection là qui est assez accessible au drainage en apparence, et donc elle est drainée, donc on voit que le drain est bien dans la collection, mais qui paraît aller un peu loin, il va même un peu trop loin, et en fait il est dans le grêle, et ce qui est dommage, c'est qu'en fait c'est pas le grêle malade, c'est que c'est une anse grêle qui est en amont et qui est saine, et donc faut bien évaluer la faisabilité, perdez pas de vue que quand même dans la série RICO il y avait 20% des patients qui étaient pris en charge chirurgicalement pour l'abcès, et donc encore une fois bien sélectionner ces patients. La prise en charge de la dénutrition, c'est le bon sens. On se dit, on va corriger la dénutrition, donc on va limiter l'effet délétère de la dénutrition. Il y a un effet anti-inflammatoire de certains produits d'alimentation artificielle. Ça a un effet positif sur les complications infectieuses, on en a un peu parlé. Et ça permet aussi, pendant la durée de la renutrition, de stopper certains traitements, notamment les corticoïdes. Le problème, c'est que c'est pas forcément évident de renourrir un patient qui a une maladie de Crohn sévère, notamment par voie entérale. Ça risque de retarder la chirurgie. Et puis, on a aussi des complications liées à la nutrition elle-même, en particulier pour la nutrition parentérale. Donc, il y a un certain nombre d'études, aucune n'est actuellement randomisée. Donc, 2 méta-analyses sur plus de 2000 malades, mais méta-analyses de ces études qui sont pas forcément de très bonne qualité. Et donc, il semble exister quand même un effet positif de la renutrition en préopératoire, avec une réduction du risque de complications septiques intra-abdominales, une réduction aussi du risque de complications pariétales. Et donc, dans la série RICO, Solafa Abdallah avait rapporté ces résultats. Donc, chez les patients dénutris de la série, évaluer l'intérêt d'une renutrition préopératoire. Et donc, vous voyez que 150 patients avaient une dénutrition considérée comme marquée au sein de la cohorte. La moitié d'entre eux recevaient une nutrition préopératoire. C'était pas forcément les mêmes patients dans les deux groupes, bien entendu, ce n'est pas randomisé. Donc, on a réalisé une analyse après un ajustement sur un score de propension, et vous voyez que sur le critère de jugement principal qui était le taux de complications septiques intra-abdominales et de stomie temporaire, l'utilisation d'une nutrition entérale préopératoire avait un effet positif sur le risque de complications et de stomie, et ce de façon significative. Donc, on va essayer de pousser un peu pour confirmer ces résultats par une étude contrôlée qui actuellement n'existe pas. Ça, c'est le protocole qui vient d'être déposé au PHRC national et à l'aide d'intention a été accepté, et qui va évaluer l'intérêt d'un Modulife. Alors, c'est l'association d'un régime d'exclusion avec une alimentation artificielle. Le Modulife, normalement, c'est sur 3 mois, mais là, ça va être sur 3 semaines en préopératoire. Le critère de jugement principal, c'est comme pour l'étude RICO, la survenue de complications septiques intra-abdominales et ou la réalisation d'une stomie temporaire comparée à un régime normal, donc chez les patients opérés d'une maladie de Crohn iléocolique. La nutrition entérale, clairement, ça marche, ça a un effet positif. La nutrition parentérale, moins d'études, des études souvent un peu anciennes, 2 méta-analyses et finalement pas de différence sur le risque de complications. Alors, bien entendu, dans la mesure où il n'y a pas de randomisation, cette nutrition parentérale, elle s'adresse aux patients qui sont les plus sévères, qui sont les plus graves.
Donc c'est peut-être aussi que l'absence d'effets positifs sur le risque de complications est peut-être liée au fait que ce sont aussi les malades les plus graves. C'est aussi ce qu'on avait observé dans la cohorte RICO, à savoir que c'est des patients qui ont un taux de complications qui est vraiment très élevé. Ces patients qu'on est obligé de traiter par voie parentérale en préopératoire avec un taux de complications de plus de 50%, mais également un taux de stomie et de complications septiques intra-abdominales relativement élevé. Donc là, la question qui se pose, mais à laquelle il va être très difficile d'apporter une réponse, c'est chez ces patients-là, est-ce qu'il vaut mieux essayer de les renourrir par de la parentérale avec le risque des complications infectieuses de la parentérale ou opérer relativement rapidement et faire une stomie et les renourrir en post-opératoire? Dernier point, gros débat sur les anti-TNF en préopératoire. Donc, la cohorte RICO avait montré l'effet négatif de l'administration des anti-TNF en préopératoire. Depuis, d'autres séries ont été rapportées, notamment la cohorte nord-américaine Puccini, qui a évalué l'effet des anti-TNF à la fois sur les maladies de Crohn, mais également sur les rectocolites hémorragiques, avec également dans cette série le dosage des taux résiduels d'anti-TNF et dans la cohorte américaine, aucun effet négatif des anti-TNF. Un point quand même à souligner, c'est que il y a quand même des caractéristiques assez différentes de ces deux cohortes qui apportent des résultats qui sont un petit peu contradictoires, avec un taux de stomie temporaire qui est plus élevé dans la cohorte américaine, mais surtout dans l'analyse de l'effet négatif des anti-TNF, à la fois la prise en compte des patients qui sont pris en charge pour une rectocolite hémorragique, mais surtout de tous les patients, y compris ceux qui avaient une stomie réalisée pendant l'intervention, alors que dans la cohorte RICO, l'analyse n'avait porté que sur les patients ayant une anastomose en intense, qui peut expliquer qu'il y a ces différences. Donc, c'est sûr que le débat n'est pas tranché sur les anti-TNF, mais et en soi, s'il y a uniquement ce facteur, probablement c'est pas l'indication à la réalisation d'une stomie, mais je considère en tout cas qu'il faut continuer à prendre en compte ce facteur qui est important. Alors, comme je vous l'ai indiqué, j'en ai pas beaucoup parlé, puis il y a relativement peu de données sur la préparation de la chirurgie et vis-à-vis de l'information qu'on donne aux malades. Bien entendu, c'est une information qu'on donne de façon conjointe avec nos collègues gastro-entérologues, mais il faut clairement se poser la question de ce que représente l'attente des patients vis-à-vis de la chirurgie. Il y a maintenant de plus en plus de données sur les résultats rapportés par les patients, et donc essayer d'encadrer davantage l'information qu'on donne avec une consultation d'infirmières spécialisées, probablement une psychologue, et également à la place pour la décision médicale partagée. Donc en conclusion, en préparation à la chirurgie de maladies inflammatoires, il faut prendre en compte toutes les dimensions. La préparation pour limiter le risque de complications infectieuses, mais ça évolue aussi, et donc vous voyez qu'il y a aussi toute cette préparation aux résultats attendus de la chirurgie. Actuellement, il y a peu de données sur l'impact des différentes mesures. On essaie de faire avancer avec des études contrôlées pour mieux connaître les résultats de nos pratiques. Je vous remercie. Merci beaucoup Antoine. On est un peu limité par le temps. On va prendre une question. Oui. Quel délai entre un drainage d'abcès? Joli. Bravo. Quel délai entre un drainage d'abcès et la chirurgie? Vous avez parlé d'une semaine, ça paraît court. Enfin, Là, une semaine, c'était la réévaluation radiologique. Non, c'est en général 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, parce qu'on associe au traitement anti-infection un peu de renutrition. Comme vous l'avez vu dans la cohorte RICO, c'est plus de 70% des patients qui reçoivent une alimentation artificielle. Et donc, c'est entre 15 jours et 3 semaines. Si vous mettez les malades dans l'essai module IPREP, de toute façon, ce sera 3 semaines. Voilà. Juste une très courte question, parce que du coup, moi, j'ai le droit, en plus, que je modère. Les anti-JAK, t'en parles dans l'intro? Oui, tout à fait. Et les anti-JAK, actuellement très peu de données, un peu d'inquiétude, notamment sur le risque thromboembolique. Mais sur les complications infectieuses, ça commence à émerger un petit peu, mais pas d'éléments très négatifs. On regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Antoine. Si on parle ça marche pas. C'est en avant ou c'est... Ah oui, voilà. Si on parle du robot en chirurgie colorectale, c'est vrai qu'on parle surtout du cancer du rectum et du côlon droit avec la CME, on l'a vu hier. Il y a beaucoup moins d'études sur diverticulite ou rectopexie, mais il y en a un petit peu. Et c'est vrai que les papiers randomisés comme celui-ci sur le rectum, il y en a
de plus en plus dans le robot, mais il y a un débat sur les Mickey. Il n'y a pas d'études, à ma connaissance, randomisées sur la chirurgie des Mickey. Alors, si on résume en 3 diapositives, qu'est-ce que c'est que la chirurgie des Mickey aujourd'hui? C'est la résection iléosécale pour maladie de Crohn avec une résection non carcinologique, aucun bénéfice à la résection du mésentère par une étude randomisée, avec une section mésentérique qui, en tout cas pour moi, est parfois difficile, hémorragique, et donc est-ce qu'il ne faut pas faire des ligatures extracorporelles? En tout cas, c'est ce qu'on fait, en tout cas en célio. Il faut faire une anastomose latérale mécanique, avec un bénéfice probablement faible ou nul du cono, l'étude française de Zaher et une étude très récente randomisée hollandaise, et il faut faire une anastomose, au moins en célio, le plus souvent extracorporelle, d'ailleurs du fait du mésentère. Deuxième opération, excusez-moi, c'est la colectomie subtotale pour colite aiguë grave, résection non carcinologique, pas d'anastomose, iléosigmoïdostomie, soit en Hartmann, soit en iléosigmoïdostomie dans la fosse iliaque droite. Et troisième intervention, l'anastomose iléo-anale, soit d'emblée lors d'une coloprotectomie totale, notamment si dysplasie ou cancer, parce que c'est vrai que quand c'est une colite réfractaire, c'est le plus souvent après une colectomie subtotale. Et là, il y a le débat de 3 temps classique avec stomie de protection qu'on ferme, ou le 2 temps modifié sans stomie de protection. Il y a des études rétrospectives restantes, notamment américaines, qui sont plutôt en défaveur du 2 temps modifié, mais il y a l'étude de Laura Beyer, quand on aura les résultats, qui permettra peut-être de répondre à cette question. Alors, si on regarde les études sur le robot, j'ai pris surtout cette étude qui vient de sortir, qui est l'étude nationale américaine sur un nombre très important de patients. Et on voit que pour la maladie de Crohn, eh ben, on a plus de 500 robots. Pour la maladie rectocolite hémorragique, on a plus de 430 robots. Donc, ça commence à être des chiffres qui sont assez importants. Et vous voyez la tendance actuelle pour les proctectomies et pour les colectomies, eh ben, il y a une augmentation très nette. Donc, il y a une tendance, comme dans le cancer du rectum, à une augmentation dans la chirurgie des maladies inflammatoires. Et si on regarde les résultats de morbidité, eh bien en fait, il y a pas de différence. Il y a peut-être un tout petit peu plus de transfusion dans le groupe célioscopie, mais il y a un tout petit peu plus de réadmission dans le groupe robot et un petit peu plus de thrombose dans le groupe célio, mais il n'y a pas de différence sur la morbidité importante. Et on voit que sur alors, excusez-moi, ça c'était pour la maladie, je crois, la rectocolite hémorragique et l'iléo-anale, alors que pour la maladie de Crohn, c'est différent. Il semblerait que quand on compare robot et célio, ben, il y a plus de morbidité. Il y a plus de morbidité sérieuse dans le groupe robot, avec plus d'infections profondes. Donc c'est des résultats qui sont, et une durée opératoire plus longue, mais ça c'est classique, mais c'est des résultats qui sont moins bons, semble-t-il, dans le Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Et quand vous faites, ils ont fait une analyse avec ajustement, une analyse multivariée, et on voit que de manière significative, la chirurgie robotique dans la maladie de Crohn semble augmenter un tout petit peu la morbidité. Alors si on réfléchit sur cette place du robot dans la chirurgie des maladies inflammatoires, dans la résection iléosécale de Crohn, la part spécifique, est-ce que la section du mésentère se discuterait en robot? L'anastomose intracorporelle qui est à la mode pour le côlon droit. Dans la colectomie subtotale, je dois dire, je vois pas trop d'évidence à quelque chose de différent. Et dans l'anastomose iléo-anale, si on fait un parallèle avec le rectum, est-ce qu'il y aurait moins de plaies nerveuses? Mais tout ça, on n'en sait rien. Alors, si on regarde ce débat spécifique sur l'anastomose intracorporelle, qui est très à la mode dans le cancer du côlon, ben, il y a aussi des études, vous voyez, ils coupent le méso au vaisseau cilaire en robot, dans le Crohn, ils font des anastomoses intracorporelles et même si la durée opératoire est un petit peu plus longue, ils ont des résultats qui sont strictement équivalents à la célioscopie.
Là, c'est l'autre débat, c'est sur le type d'anastomose. Vous savez qu'il y a une mode, enfin une mode, c'est pas péjoratif, mais par exemple Quentin développe ça aussi, développé après Antonino Spinelli, la TTSS pour réduire le taux de fistule après TME. Et là, il y a un papier qui vient sortir d'Omar Fey sur faire une sorte de TTSS grâce au robot avec une bourse intracorporelle pour les anastomoses iléo-anales robotisées, même si c'est vrai qu'il y a peu de fistules dans l'anastomose iléo-anale. Enfin, autre étude qui est assez récente, ils ont montré que s'ils faisaient intra ou extracorporel, il n'y avait pas finalement de différence, et donc ils plaideraient plutôt pour la possibilité de faire de l'intracorporel. Et enfin, dernier papier récent qui semble montrer qu'on peut faire aussi la re-résection par robot. Alors, il faut savoir aussi que il y a des progrès qui vont peut-être être intéressants. C'est le robot single port. Pourquoi j'en parle? Parce que John Marks a publié très récemment, c'est un des seuls Américains qui fait beaucoup de single port robots et avec quelques cas de maladies inflammatoires. Donc, c'est peut-être possible ce progrès du single port. Enfin, nous, à Ambroise Paré, sur les 12 derniers mois, on a fait 125 résections pour maladies inflammatoires, dont 42 robots, où on a fait surtout de la maladie de Crohn avec différentes situations, et la rectocoïte hémorragique avec colectomie subtotale et proctectomie. Et on se rend compte, petite analyse très préliminaire, même si elle est prospective, en essayant d'ajuster avec les mêmes patients opérés par Célio dans la même période. Et on n'a pas vu de différence gigantesque, notamment en termes de morbidité sévère. On a vu 30 minutes de durée opératoire plus longue qu'en célioscopie. Mais sur toutes les opérations, on a eu l'impression qu'il y avait un tout petit peu moins de morbidité mineure et notamment un tout petit peu moins d'iléus. Donc en conclusion, robot et chirurgie des maladies inflammatoires, c'est faisable en sécurité, même en phase d'apprentissage, comme on l'a observé avec Marion Orville. Il n'y a pas d'accident per-op. Même morbidité d'Indo 3-4, même durée d'hospitalisation, une durée opératoire de plus de 30 minutes, mais c'est peut-être parce qu'on est en phase d'apprentissage. Les bénéfices possibles, ils sont encore à démontrer. Nous, on a l'impression qu'il y a moins de douleur, moins d'iléus, mais c'est pas dans une étude randomisée. Est-ce qu'il faut faire une technique spécifique? Moi, je dois dire que personnellement, je fais toujours de l'extracorporel et je coupe le mésentère à l'extérieur parce que je ne suis pas rassuré par la section intracorporelle. Et pour l'iléo-anal, peut se développer l'équivalent de TTSS. Voilà, juste pour vous dire qu'on essaye de copier Quentin Dodost et qu'on va faire une journée aussi le 27 juin, mais on l'a invité pour qu'il puisse pas critiquer. Et donc, merci beaucoup à Quentin et merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question, comme tout à l'heure? Oui, Frédéric. J'ai même piqué un micro. Merci beaucoup. Il y a Hélène, elle nous a montré l'abord robotique par une incision suspubienne. C'est quelque chose que tu pratiques ou est-ce que c'est ce qu'il faut recommander pour une approche sur une maladie Crohn notamment? Hélène est mon proctor, donc je respecte ce qu'elle dit. Et donc on fait que du suspubien pour tout le Crohn, pour le Crohn et la résection iléocécale. Pour la colectomie subtotale, on fait aussi ce qu'elle dit en suspubien. Et quand je fais une iléo-anale deuxième temps, je me mets un peu plus haut, puisque je regarde par en bas, mais c'est sur une même ligne aussi horizontale. Merci. Merci Quentin pour ton invitation et bravo pour l'organisation de ces journées. Il me reste encore un peu de voix pour vous faire cette présentation. Donc, si on devait résumer les objectifs du traitement de la maladie de Crohn et de l'atteinte périnéale, quand vous avez une fistule simple, l'objectif c'est de guérir cette fistule, de réussir à la fermer et d'éviter les complications, les récidives. Par contre, lorsqu'on a une fistule complexe, là c'est clairement d'essayer d'améliorer au maximum la qualité de vie et d'éviter in fine la réalisation d'une proctectomie et d'une stomie potentiellement définitive. Et puis, la pierre angulaire du traitement, maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est la combothérapie avec notamment les anti-TNF, l'infliximab en première intention et puis des immunomodulateurs associés. L'autre dogme aussi, c'est que mettre un céton, ça permet de drainer la fistule jusqu'à ce qu'on inactive le trajet fistuleux sous traitement médical. Et puis, bien évidemment, ça se fait pas tout seul.
ça se fait en équipe, chirurgien et gastro-entérologue. Une fois qu'on a dit ça, je pourrais aussi simplement vous montrer les recommandations de la Société européenne ECHO qui vont être normalement republiées ce mois-ci, dans les prochaines semaines, l'actualisation 2024. Mais globalement, les dernières recommandations montrent que qu'est-ce qui marche quand vous voulez fermer une fistule de maladie de Crohn? Vous voyez que le EL entre crochets, c'est le niveau de preuve. Vous pouvez faire des lambeaux d'avancement, niveau de preuve assez faible, quelques séries de patients. L'encollage du trajet, ça marche un peu, peut-être. Et puis, les techniques un peu plus sophistiquées comme le lift, là aussi, c'est comme les lambeaux, ça peut marcher également. Alors, qu'est-ce qui marche pas? C'est le plug anal. Il y a eu une étude du GTED il y a quelques années qui avait montré que ça ne marchait pas. C'est une étude randomisée de pas trop haut niveau de preuve, mais c'est la seule qui existe et ça ne marche pas. Par contre, vous le savez, depuis quelques années maintenant, on dispose de cellules souches allogéniques avec un essai randomisé que je vous présenterai tout à l'heure qui a montré des résultats très satisfaisants. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'on peut être amené à mettre dans l'histoire de l'atteinte périnée de la maladie de Crohn une stomie de dérivation. Et attention, parce qu'il ne faut pas juste se dire que cette stomie va être réversible. La plupart du temps, dans plus de 80% des cas, les patients à qui vous allez mettre une stomie de dérivation, ces patients auront in fine une stomie définitive dans 80% des cas. Et puis, l'ultime recours, c'est évidemment l'amputation abdominopérinéale qui se fait de façon intersphinctérienne, mais là, je ne vais pas détailler. Alors, des messages pratiques pour que vous reteniez aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis un céton et que le gastro-entérologue a mis en place un traitement médical? Souvent, on a la question, mais combien de temps je dois laisser le céton? On a quelques données du suivi de la cohorte initiale française à long terme après l'avènement de l'infliximab. Le premier message, c'est de se dire, n'attendez pas d'avoir une fistule qui se ferme en 3-4 semaines. Ce n'est pas vrai. Vous voyez qu'il faut quasiment une centaine de semaines, c'est-à-dire quasiment 2 ans, pour avoir la moitié des patients qui ont leur fistule fermée. Donc, c'est des médianes très longues, c'est des histoires longues. Et puis, un message de cette étude-là, c'est que les patients à qui on laissé les cétons très longtemps, au-delà de 34 semaines, 8 mois et demi, eh bien, ces patients-là avaient plus de risques d'avoir une fistule qui ne se fermerait pas. Donc, le message, c'est ne laissez pas les cétons trop longtemps non plus. Il ne faut pas mettre les cétons et ne pas revoir les patients. Donc, ça, c'est un premier message. Deuxième message nous vient, il n'y a pas beaucoup d'études randomisées, mais il y en a quelques-unes, je vais vous les présenter brièvement. PISA 1, c'était une étude qui avait comparé, alors soit les patients, ils choisissaient leur traitement et c'était une cohorte, soit ils étaient randomisés entre un groupe céton seul, anti-TNF pendant 1 an et anti-TNF court pendant 2 mois, puis fermeture du trajet. Globalement, l'essai a été interrompu à 33% parce que vous voyez que le groupe céton seul, sans traitement médical, c'est le groupe qui donnait les moins bons résultats, 74% de réintervention. Donc les 2 groupes suivants ont été également arrêtés parce que l'étude ne pouvait pas se terminer et montrer une différence. Donc ça a été interrompu. Donc il y a eu ensuite PISA 2. PISA 2 où on a abandonné le groupe céton seul et ils ont gardé uniquement les groupes anti-TNF pendant 1 an et un groupe où on faisait des anti-TNF pendant 2 mois, puis un geste chirurgical de fermeture du trajet, que ce soit par lift ou par fermeture de l'orifice interne, curetage du trajet, et des lambeaux est également dans le groupe. Globalement, si on regarde le taux de réintervention lié à la fistule, vous voyez qu'on a l'impression qu'avoir une attitude proactive de traitement médical court, puis réintervention chirurgicale sur les trajets fistuleux, ça semble être pas mal. Par contre, on est un peu déçu parce que quand on voit le taux de récidive, il n'y a pas de différence significative entre les deux. Donc ça, c'était un petit peu la déception. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, les cellules souches, c'est quelque chose qui est assez novateur. C'est extrêmement onéreux, c'est 50 000 € par injection. Et globalement, il y a une étude qui s'appelle ADMIR 1, qui a été publiée en 2016, où les patients avaient une fermeture de l'orifice interne, un curetage du trajet, et puis on injectait soit les 4 flacons d'alofficelle, soit la même dose en termes de liquide avec du sérum physiologique. L'objectif, c'était la rémission clinique, c'est-à-dire la fermeture des orifices externes et l'absence de récidive d'abcès, qu'on évaluait à 24 semaines, donc à 6 mois. Et quand vous regardez que ce soit en intention de traiter modifiée, c'est-à-dire les patients qui avaient une évaluation ou en pair protocole, eh bien, on avait une différence significative. On avait pour la première fois un traitement qui permettait de façon médicale, injectée, de fermer des trajets fistuleux. Donc on était assez contents. Mais quand on regarde quand même dans ADMIR, dans les détails de l'étude, quand on regarde les patients qui étaient de façon optimale sous traitement médical par anti-TNF, immunomodulateur, anti-TNF seul
ou des immunomodulateurs seuls, eh bien la différence n'était pas significative. Et finalement, les patients qui tiraient le plus bénéfice d'Alofisel, enfin des cellules souches allogéniques, c'était les patients qui n'avaient pas de traitement médical, ce qui aujourd'hui n'est pas recommandé. Et Alofisel, les résultats à long terme ont été publiés il y a 2 ans, et vous voyez que cette différence, sur le long terme, elle existe, mais elle reste non significative. Ce qui fait qu'en fait, ce traitement est aujourd'hui approuvé en Europe et coûte extrêmement cher. Hein. Globalement, 2 patients, c'est une colonne de célioscopie flambant neuve, c'est comme ça que je le résume. Et la FDA aux États-Unis a demandé une étude de validation, une étude américaine avec le même design. Et cette étude, elle a été communiquée il y a quelques semaines à ECHO, le congrès européen des MICI. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a aucune différence dans cette étude ADMIR 2, qui reprend le même design. Vous voyez, il y a un grand nombre de patients, on a plus de 500 patients, et pas de différence en termes de rémission clinique entre les 2 groupes. Alors on peut être surpris par le placebo qui a un taux élevé de cicatrisation. C'est pas le placebo finalement, c'est probablement l'approche proactive dont je vous parlais tout à l'heure, de fermer l'orifice interne et de prendre en charge les trajets fistuleux, notamment avec le curetage. Alors, pour résumer, faire une synthèse aujourd'hui dans la pratique clinique, comment je fais, moi, enfin c'est ma vision, je ne suis pas sûr qu'on puisse le publier comme ça, mais c'est ma vision de la fistule anopérinéale symptomatique. Je ne parle pas des fistules sous-sphinctériennes, c'est un traitement à part, mais les fistules intersphinctériennes, suprasphinctériennes, voilà comment on peut les traiter. À mon avis, il faut évidemment faire une IRM, j'en ai pas parlé parce qu'on n'avait pas beaucoup le temps, mais il faut au moins faire une IRM, c'est le GPS de la fistule anopérinéale dans le Crohn. Première étape, c'est de drainer, de mettre à plat ces abcès, de les drainer, mettre un céton, éventuellement mettre des antibiotiques, et ensuite confier les patients au gastroentérologue pour initier le traitement médical qui doit débuter très rapidement après la mise en place des cétons. Ça peut se faire quelques heures après ou quelques jours après, il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours, 3 semaines. Donc ça doit se faire assez rapidement. Et ensuite, soit vous avez l'attitude, on va dire standard, peut-être la plus simple, c'est-à-dire ne pas attendre trop longtemps, enlever le céton, et au moment où vous enlevez le céton, faire un curetage et fermer l'orifice interne, soit vous pouvez avoir, si vous avez une expertise un peu plus supérieure, faire un lift ou un lambeau muqueux. La colle biologique, ça semble être un petit peu moins efficace, donc plutôt pas. Et puis si par contre là, il y a une récidive, il faut se poser la question de réoptimiser le drainage en refaisant une IRM, reconfier le patient au gastroentérologue parce que si l'infliximab n'a pas marché, on peut passer à l'ustekinumab et d'autres traitements. Et ensuite, vous pouvez retenter des manœuvres, donc vous n'êtes pas obligé d'aller à la stomie directement, on peut retenter des manœuvres de fermeture des trajets. Et si par contre ça ne marche pas, se poser la question des cellules souches, c'est encore remboursé aujourd'hui. Alors, Alofisel, c'est le traitement allogénique qui coûte cher, mais il y a j'ai pas le temps d'en parler, mais il y a Adicrone, c'est une équipe marseillaise qui fait des cellules souches autologues où c'est le patient dont on prend sa graisse avec une liposuction, on va traiter les cellules et les réinjecter au patient lui-même. Et puis, si tout ça ne marche pas, il faut se poser parfois la question de la stomie de dérivation en ayant en tête que 80% des stomies risquent d'être définitives. Et si malgré tout, la stomie de dérivation n'a pas suffi et que vous avez une maladie luminale qui reste active et que les fistules ne cicatrisent pas, l'amputation abdominopérinéale garde sa place en la réalisant de façon intersphinctérienne. Je vous remercie. Merci beaucoup Zahir, c'était très complet. Est-ce qu'il y a des questions, ou au moins une question? J'ai le droit. Une petite question. Pour les cellules souches, on voit que le placebo marche extrêmement bien et que le bénéfice finalement des cellules souches, c'est environ 15% de mieux sur le court terme. Est-ce que tu ne penses pas que l'étude idéale serait de tester tout le monde en placebo avec un traitement comme ça? Ceux qui ne répondent pas, leur donner des cellules souches. Pourquoi pas? Après, là, on a quand même ADMIR 2, c'est vraiment... Alors, la publication n'est pas sortie, donc on n'a pas forcément tous les détails. Peut-être qu'il y aura des surprises, mais au vu de la communication, on a vraiment l'impression que ce qu'on trouvait extraordinaire n'a pas l'air de marcher. Sur le site de Takeda... Tu veux dire faire un traitement séquentiel, c'est-à-dire sérum Phi puis cellules souches? Parce que finalement, on a 40% de réponse avec du sérum Phi. Mais c'est pas le sérum Phi qui donne 40% de réponse. Hein. C'est le fait de traiter de fermer l'orifice interne et de faire le curetage. Hein. Ouais. C'est quand même, c'est pas juste injecter du sérum physiologique. Hein. En fait, refaire ça, ce serait refaire PISA 2 un peu. C'est-à-dire que c'est les résultats qu'on a dans PISA 2. C'est-à-dire que la fermeture, qui est hyper importante, optimisée par le traitement médical avec les anti-TNF, la fermeture de l'orifice interne, le curetage, c'est ça qui marche le mieux. On est effectivement extrêmement déçus par l'étude de la FDA, là. Bon, il y a Adicrone qui est en cours, qui est piloté par Marseille, mais qui est un essai national. Hein, je vous invite à participer si vous le souhaitez d'ailleurs. Mais oui, non, ça a déjà été évalué, donc je suis pas sûre qu'il y ait un bénéfice supplémentaire à le refaire.
Thank you.